Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. Nous sommes le 9 juillet 2020 sur le plateau de la RPA. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine Humura Burundi, dont voici les principales articulations. Cacophonie entre les messages de prise de conscience lancés par les autorités burundaises sur la prévention de la Covid-19 et les décisions prises dans la lutte de cette pandémie. Levé dans ces sanctions de 2016 par l'Organisation internationale de la francophonie, au moment où les raisons ayant inspiré ces sanctions contre le Burundi sont toujours d'actualité. Commémoration du 25e anniversaire du massacre perpétré contre les étudiants de l'Université du Burundi. Dans ce journal, vous suivrez les réactions des rescapés et des experts sur ce triste événement. Tout de suite, le développement des titres avec Trésor Nyongabo à la présentation, ingénieur Egide Mwemero de l'autre côté de la cabine technique. Nous venions de vous le dire dans les titres de ce journal, commémoration ce 9 juillet 2020 du 25e anniversaire du massacre des étudiants de l'Université du Burundi au campus Mutanga. Dans son homélie, Monseigneur Jean-Louis Nahimana a indiqué que c'est une occasion de prier pour le pays, pour que ce genre de tuerie qui endeuille le Burundi et les Burundais puisse s'arrêter. Suivez plutôt Monseigneur Jean-Louis Nahimana. Il a été repris en français par notre confrère Vicky Chris Ninheretse. Nos frères ont été sauvagement assassinés juste pour leur ethnie qu'ils n'ont pas choisie. Nous sommes ici pour tourner nos yeux vers notre Dieu le Créateur, pour lui supplier de pardonner notre pays, le Burundi, de son péché de tuer. Nous tournons nos yeux vers Dieu parce qu'il nous a créés en son image. Acceptons de changer de comportement. Quiconque divise les Burundais est en même temps ennemi du pays et ennemi de Dieu. Dieu nous a donné le 5e commandement qui nous interdit de tuer. Il voulait nous montrer que c'est lui seul qui a le pouvoir sur la vie de toute personne. C'est lui qui tue, qu'il sache qu'il passe outre la volonté de Dieu et détruit en même temps. Malheur à tous ceux qui tuent, ou comme on dit, les tueries. Il n'y a pas de paix ni de bénédiction pour les assassins qui emportent la vie des innocents. En parlant toujours de ces massacres, un parmi les rescapés de ces massacres indique que ces tueries ont précédé un climat de tension qui régnait pendant cette période. Franck Kadze précise que cette peur se manifestait chez tous les étudiants, toutes les ethnies confondues. Le massacre des étudiants Hutus est survenu dans un contexte de tension particulière qui venait de durer des mois et entre les étudiants Hutus et les étudiants Tutsis et chaque côté en fait craignait que l'autre ne l'attaque. Donc c'était une peur pratiquement partagée par les deux côtés. Le recteur de l'Université du Burundi était Firmin Dimira qui a fourni énormément d'efforts pour que le pire ne se produise pas. Je me rappelle qu'à chaque fois qu'il y avait une alerte, il venait au campus Mutanga pour leur dire, écoutez, vous êtes tous les enfants du même pays, vous êtes tous les mêmes, il n'y a aucune raison que vous puissiez vous entretuer. Et effectivement, pendant ce moment, il a réussi à le faire et il n'y a pas eu d'assassinat. Ce n'est donc qu'après son départ que ce massacre s'est produit. Je me souviens que j'ai passé 3 semaines à dormir dans des chambres différentes. Je pense avoir été sauvé par le fait d'avoir été alerté la veille par des amis qui m'ont dit, cette fois-ci, il va falloir que tu quittes le campus parce qu'on a appris qu'il y a des gens qui vont passer à l'acte. Et le lendemain, très tôt le matin, mes amis d'ethnie Tutsi sont venus me voir chez ma grande sœur où j'avais passé la nuit pour me dire, écoute, finalement, ce qu'on avait craint est arrivé. Ces tueries ont eu lieu dans la nuit du 11 juin 1995.
Franck Kadze, une attaque de vengeance a par après été perpétrée à l'université du Burundi campus Kiriri. Cette attaque serait menée par des rebelles et dirigée contre les étudiants de l'ethnie Tutsi de ce campus, selon un des rescapés de cette attaque. Suivez le témoignage. Une attaque des bandes armées a attaqué le campus Kiriri. C'était vers 21h. Visiblement, l'attaque était bien préparée contre les étudiants et particulièrement un groupe d'étudiants qui se rendaient au restaurant. L'attaque a commencé par la cuisine et vers le restaurant où ces groupes d'étudiants aussi, qui se rendaient souvent au restaurant trop tard, se dirigeaient pour la restauration. Pendant cette attaque, 4 étudiants sont morts sur le champ et tous détruits. D'autres ont été attaqués à la grenade et au fusil et plusieurs blessés qui ont été transportés à l'hôpital. Voilà comment s'est déroulée cette attaque. C'était un des témoins oculaires de ce massacre. Chantal Gatore, spécialiste du domaine de la justice transitionnelle et consolidation de la paix, indique que l'initiative d'ériger un monument en mémoire des victimes des tueries n'est pas mauvaise en soi. Selon elle, cette initiative devrait se faire pour toutes les victimes sans distinction aucune. C'est une bonne nouvelle à chaque fois qu'il y a un monument érigé pour reconnaître qu'il y a des gens qui ont été victimes de leur ethnie alors qu'ils ne devraient pas l'être parce qu'on ne choisit pas dans quelle ethnie naître. Alors c'est une bonne nouvelle pour les gens qui sont les défenseurs des droits de l'homme, qui sont des gens qui sont préoccupés aussi par les questions de justice de transition au Burundi. Et nous espérons aussi que le gouvernement burundais va continuer à penser aux victimes de ces plusieurs décennies de tueries, de guerre civile et de tueries sans nom. Et nous espérons aussi, en tant qu'experts des droits de l'homme et justice de transition en général, je ne parle pas pour moi-même, mais pour aussi d'autres, nous espérons aussi que, tant qu'on parle d'université du Burundi, nous espérons aussi que d'autres étudiants qui ont été tués au campus Kiriri ou d'autres étudiants, mais cette fois-ci, de l'ethnie Tutsi, ont été tués. Nous espérons que le gouvernement burundais va reconnaître aussi que ces étudiants Tutsi ont été tués parce qu'ils sont Tutsi et qu'un monument va être érigé au campus Kiriri pour aussi ces étudiants Tutsi qui ont été tués à cause de leur ethnie au campus Kiriri. Il ne s'agit pas seulement d'ériger des monuments. Il s'agit de reconnaître qu'il y a des gens au Burundi qui ont été victimes de tueries, de tortures, de massacres à cause de leur ethnie. Cette reconnaissance est très importante pour les familles des victimes et très importante aussi pour les survivants de ces massacres, de ces tueries sans nom. Ça, c'est le premier point. Le second point, le gouvernement burundais devrait penser à mettre en place un programme pour commémorer toutes les victimes et la commémoration nationale. L'objectif, en fait, de la justice de transition, c'est la réconciliation, c'est reconstruire le tissu social qui a été détruit par plusieurs années, plusieurs décennies de tueries, de guerre civile. C'était l'analyse de Chantal Gatore, experte dans le domaine de la justice transitionnelle. Les festivités de commémoration de ce 25e anniversaire des massacres contre les étudiants de l'université du Burundi se sont déroulées au campus Mutanga où est érigé un monument pour les victimes. Une courte pause et parlons sécurité. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. Une personne tuée et 9 autres blessés, tel est le bilan d'une attaque à la grenade perpétrée ce mercredi dans le quartier Samariro de la zone Buterere de la mairie de Bujumbura. Les auteurs de ce crime ne sont toujours pas connus. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi. La grenade a été lancée vers 19h dans la localité appelée Kwisamariro dans la zone Buterere au nord de la ville de Bujumbura, la capitale économique. Les sources sur place indiquent que 10 personnes ont été blessées. L'une d'elles a succombé à ses blessures à son arrivée à l'hôpital. Les habitants de la zone Buterere indiquent que les malfaiteurs n'ont pas été identifiés. Ils demandent au gouvernement d'augmenter les forces de l'ordre dans cette localité pour traquer les malfaiteurs. Sur les ondes de la radio Isangani,
Samaniro. Ernest Ndouimana, chef de zone Buterere, a confirmé ces informations tout en précisant que la police a commencé les enquêtes. Il demande à ses administrés de renforcer les comités mixtes de sécurité. Merci à Emmanuel Ndaishimiye. Toujours en page sécurité, 3 commerçants de Muyinga ont été blessés par balle par des hommes armés qui leur ont tendu une embuscade sur la route Muyinga-Changuzo. Cela s'est passé vers 8 h du matin au niveau du parc national de la Ruvubu, alors que ces commerçants se rendaient au marché de vaches situé en commune Kigamba de la province Changuzo. Notre source en commune Kigamba, indique qu'une somme de 30 millions de francs burundais a été volée. Pour le moment, les 3 commerçants reçoivent des soins à l'hôpital de Muyinga. Quant aux malfaiteurs, ils se sont volatilisés dans la nature après avoir commis ce forfait. Page droit de l'homme sans transition, la septuagénaire Concessa Nzeimana de la commune Kayogoro a été manipulée par l'administration afin de lui prendre sa parcelle facilement. Cette manipulation est prouvée par les témoins ainsi que les documents qui attestent que sa première parcelle lui appartenait. Le point avec Éloge Divin Remesha. Dans un contrat d'achat dont la RPA possède la copie, il est écrit que la septuagénaire Concessa Nzeimana, qui est d'ailleurs une veuve, avait acheté en 2016 sa parcelle située près du marché d'Ogatabo pour un montant de 350 000 francs BOU. Selon les personnes qui connaissent Concessa Nzeimana, elle a vécu dans cette parcelle qu'elle a achetée jusqu'en 2018. Cette même année, l'administrateur Zaché Misaago a pris la décision de moderniser le marché pour y construire de nouveaux magasins. La maison de Concessa Nzeimana se trouve parmi les maisons qui allaient être touchées par le projet. Selon des sources de la RPA en commune Kayogoro, ce projet allait être exécuté par les occupants des parcelles qui sont capables de respecter les normes de construction. L'administrateur Zaché Misaago a instruit tout occupant incapable de respecter ces normes de vendre sa parcelle et de partir ailleurs selon toujours les sources de la RPA. Pauvre qu'elle était, Concessa Nzeimana a expliqué à l'administration qu'elle ne pouvait pas se permettre de construire selon les normes exigées. Elle ne pouvait pas non plus accepter le montant qu'on lui versait comme compensation car la somme était insignifiante. D'après les témoins, l'administrateur Zaché Misaago a essayé de manipuler cette septuagénaire en lui promettant de lui donner une autre parcelle près de la zone Gatabo en remplacement de la parcelle qu'elle avait achetée. Une offre que Concessa a acceptée sans arrière-pensée. Concessa Nzeimana y vivait jusqu'en 2019 lorsque l'administrateur ordonna à Concessa de quitter cet endroit disant que la zone a besoin de ce lieu. Des paroles que Concessa n'a pas compris car elle croyait être dans cette parcelle légalement. Concessa Nzeimana est parti vivre dans sa nouvelle parcelle par confiance pour les autorités. Mais l'administrateur a profité de sa naïveté car il lui avait dit verbalement d'aller vivre près de la zone Gatabo sans lui donner des documents qui attestent que la dite parcelle lui appartenait définitivement. Dans une lettre envoyée à Concessa Nzeimana, l'administrateur Zaché Misaago est clair. Concessa ne dispose que 2 mois pour évacuer les lieux car la parcelle appartient à l'État. La RPA a essayé de contacter l'administrateur de Kayogoro, Zaché Misaago, et le gouverneur Gad Niokuri pour savoir la suite réservée au dossier de Concessa Nzeimana, mais sans succès. Merci à toi, Éloge Divin Remesha, pour ce reportage. Toujours en droit de l'homme, l'ordre des avocats du Burundi lève le ton contre les crimes d'enlèvement devenus monnaie courante ces dernières années au Burundi. C'était au cours d'une conférence de presse animée conjointement ce mercredi par le barreau de Bujumbura et le barreau de Gitega. S'exprimant sur le cas d'un de ses membres, maître Yvette Nyokindi, qui a été victime d'un traitement cruel et inhumain lui infligé par ses bourreaux qu'il avait enlevés. Maître Jean de Dieu Muhudzenge a remercié ceux qui se sont impliqués pour retrouver l'avocate, tout en demandant que les mêmes efforts soient conjugués pour retrouver d'autres Burundais qui ne cessent d'être enlevés au quotidien. Le Burundi n'a pas... Nous nous excusons, l'élément sonore n'est pas disponible, nous allons y revenir. La famille de Joseph Nimhaye, prisonnier à la prison centrale de Mhimba, demande le transfert vers un des hôpitaux de Bujumbura de ce dernier, aujourd'hui gravement malade. Depuis déjà 3 jours, les autorités carcérales se montrent insensibles aux alertes
de ces cours lancés par les prisonniers. Le point avec Hervé Niyuhide. Major Joseph Nimaye, c'est le nom de cet officier emprisonné de la prison centrale d'Omimba. L'état de santé de cet officier ex-FAB se détériore du jour le jour. Souffrant de l'appendicite, les structures de santé à l'intérieur de la prison ne sont plus capables de traiter son cas. Sa famille réclame depuis longtemps que Major Joseph Nimaye soit transféré vers un des hôpitaux de Bujumbura dans le but de sauver sa vie aujourd'hui en danger. Au début du mois de février, Major Joseph Nimaye a été opéré du même problème d'appendicite à l'hôpital Roi-Khaled. Selon ses familles, le directeur adjoint de la prison centrale d'Omimba n'a pas attendu sa guérison totale, arguant qu'il avait un plan de le faire évader. Il a obligé qu'il retourne à la prison, déclarant que les structures de santé à l'intérieur de cette prison allaient s'occuper de son cas. Aujourd'hui encore, Joseph Nimaye subit de complications suite au manque de traitement adéquat. Depuis 3 jours, les autorités carcéraires de la prison centrale d'Omimba font la sourde oreille aux alertes des autres prisonniers qui demandent ce transfert. Major Joseph Nimaye a été arrêté le 5 avril 2016, accusé de détention illégale d'armes. La même année, au mois d'octobre, la Cour suprême lui a accordé une liberté provisoire, mais il n'en a jamais bénéficié. Nous vous le disions dans les titres de ce journal, incohérence dans les décisions et appels lancés par les dirigeants burundais dans leur politique de lutte contre la Covid-19. Ils appellent à la prise de conscience individuelle sans pour autant prendre des mesures de prévention et de limitation de la propagation de cette pandémie. Inès Gakidza, reportage. La lutte contre la pandémie coronavirus est l'un des projets urgents annoncés par le président Évariste Ndayishimiye juste à sa prise des fonctions. En date du 30 juin, jour de prestation de serment du Premier ministre et vice-président de la République, le président Ndayishimiye a promis aux Burundais de combattre le virus qui menace sa population. Je reconnais que le coronavirus est fatal pour les Burundais. Toute la population est stressée par cette maladie. Je m'engage donc à combattre cet ennemi du peuple burundais. Une semaine après, son premier ministre, également numéro 2 burundais, a à son tour demandé aux Burundais de ne pas sous-estimer le virus. Visitant mardi dernier un des centres de dépistage du coronavirus en mairie de Bujumbura, Alain Guillaume Bunyoni a souligné que le virus fait des ravages partout. Nous interpellons tous ceux qui sous-estiment encore le virus, le comparant à une simple fièvre, et ceux qui se lamentent que le traitement dure plusieurs jours, qu'ils se rappellent qu'on ne vit qu'une seule fois. Le même jour, le Premier ministre a donc recommandé aux Burundais d'éviter les rassemblements afin de se protéger et de protéger les autres. Que le peuple burundais fasse sienne la prévention de ce virus en respectant les mesures prises par le ministère de la Santé, à savoir se laver régulièrement les mains, éviter des rassemblements pour ne pas se retrouver serrés aux autres. Toutefois, même si ces hautes autorités du pays se montrent préoccupées par la pandémie, promettant de l'éradiquer, leurs actes diffèrent des discours. Alors qu'ils appellent la population à éviter des rassemblements et des fêtes qui ne sont pas indispensables, des rassemblements se remarquent ici et là sous l'œil bénissant des autorités. Et dans certains cas, ces rassemblements sont convoqués par les mêmes autorités. Ici, on signalera les fêtes nationales qui rassemblent des milliers et des milliers de personnes. Des matchs sont régulièrement organisés dans le pays. Des matchs à chaque fois assistés par les amateurs et fans. Dans les véhicules de transport public, pas de mesures de prévention du coronavirus. 5 au minimum 4 personnes se partagent le siège. Les bars et les boîtes de nuit sont toujours peuplés comme à l'accoutumée. À l'arrivée dans les bars, certains clients se rappellent des mesures de prévention et les appliquent, comme éviter de se saluer par la main, une attitude qui toutefois ne dure pas. Au fur du temps, ceux qui évitaient de se serrer la main finissent par s'embrasser.
Les marchés, les églises sont aussi toujours pleins de gens. Le port de masque qui aide efficacement à limiter la propagation, comme prouvé dans les pays qui ont adopté cette mesure, est volontaire au Burundi, sauf pour les agents de santé. Et toujours dans le cadre de lutte contre la pandémie Covid-19 au Burundi, le président Evariste Ndayishimiye a annoncé que son gouvernement a décidé de diminuer les prix du savon et les tarifs de l'eau afin d'aider toute personne à s'en procurer. Pourtant, une semaine après l'annonce de ces mesures, les prix du savon n'ont pas encore été diminués et l'eau se raréfie de plus en plus. Dans certaines localités du pays, une semaine peut s'écouler sans qu'aucune goutte ne coule des robinets. Merci à toi aussi Inès Gakidza. Place maintenant à la page coopération tenue depuis ce mercredi 8 juillet 2020 de la 110e séance du Conseil permanent de la francophonie. Parmi les points à l'ordre du jour figure l'étude de la possibilité de lever les sanctions prises en 2016 par l'Organisation internationale de la francophonie contre le Burundi. Josiane Mouzanedza nous fait le point. Le renforcement et l'humanisation de la coopération multilatérale basée sur l'attention aux besoins des populations des pays membres de l'organisation, ainsi que la possibilité de lever les sanctions prises contre le Burundi en 2016 en respect des procédures, tels sont les points qui étaient entre autres au cœur des débats. Ces sanctions prises par la francophonie avaient été motivées par la volonté de Pierre Nkurunziza de briguer par force un troisième mandat en violation de la Constitution et des accords d'Arusha. À cette époque, cette organisation avait promis de garder l'œil sur le Burundi pour suivre de près l'évolution de la crise burundaise, notamment en ce qui est de la violation des droits de l'homme par certaines autorités du pays, aidée par la milice Imbonerakure du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Parmi ces violations figure également l'impunité d'innombrables cas de tuerie, la suspension des médias et des associations de la société civile, ainsi que la persécution des acteurs politiques de l'opposition, ce qui a d'ailleurs poussé bon nombre de Burundais à prendre le chemin de l'exil. Du côté de Gitega, le Parlement burundais avait présenté à l'Organisation internationale de la francophonie son souhait de voir ces sanctions levées, comme convenu avec l'envoyé spécial de la francophonie en août 2018 lors de sa visite au Burundi. L'argument avancé par le porte-parole du Sénat, Gabi Bugaga, à cette époque, était que le Burundi était le seul pays de la région à utiliser le français, donc à faire la promotion de la culture et de la langue française, les autres pays étant anglophones. Plus récemment, l'ambassadeur du Burundi en France, Ernest Niokindi, a adressé une correspondance à la francophonie, laquelle correspondance vantait les mérites de son pays. En effet, il y était écrit que le Burundi était sur la bonne voie, car doté de nouvelles institutions et que le nouveau gouvernement avait pris des mesures politiques comme la libération de prisonniers, la levée de certains mandats d'arrêt lancés contre les opposants en exil non impliqués dans le putsch, ainsi que l'appel lancé aux réfugiés pour regagner leur pays. Des arguments qui semblent avoir convaincu les membres de la francophonie, vu qu'ils ont opté pour la levée de ces sanctions. Pourtant, les raisons ayant inspiré ces sanctions contre le Burundi perdurent. Non seulement les assassinats ciblés et la persécution des opposants sont toujours d'actualité, mais aussi les quelques médias indépendants encore opérationnels au pays restent muselés, sans parler de près de 400 000 Burundais qui croupissent en exil, ainsi que d'innombrables prisonniers d'opinion politique encore détenus dans différentes maisons carcérales du pays. Ce conseil permanent de la francophonie qui s'était réuni depuis ce mercredi 8 juillet était présidé par la secrétaire générale de la francophonie, Madame Louise Mushikiwabo, et a pris fin ce jeudi 9 juillet 2020. Josiane Mouzanedza, toujours en page coopération. Le Royaume de la Belgique vient de mettre en place une commission de vérité et réconciliation dont la mission est d'établir la vérité historique sur son passé colonial au Burundi, en République démocratique du Congo et au Rwanda. Le collectif de la diaspora de ces trois pays déplore la méthodologie qui sera appliquée, mais aussi la liste des experts mandatés pour réaliser une première note d'orientation de ce qui doit être fait de ce qui doit faire l'objet d'études. Le point avec Onésime de Shimagidze. Suite au meurtre du noir américain George Floyd par un policier blanc aux États-Unis d'Amérique, il y a eu un courant de manifestations à travers le monde condamnant le racisme sur toutes ses formes, y compris la colonisation et sur toutes ses conséquences sur les afro-descendants.
Le Royaume de Belgique a décidé de mettre en place une commission vérité et réconciliation dont la mission est d'établir une vérité historique sur son passé colonial au Burundi, au Rwanda et en République démocratique du Congo. La commission des relations extérieures de la Chambre des représentants a donc mandaté le Musée royal d'Afrique centrale pour réaliser une première note d'orientation proposant au Parlement notamment une liste d'experts et une méthodologie qui sera appliquée dans son travail. Ce musée a par la suite proposé une autre liste complémentaire d'experts scientifiques et des représentants des diasporas de ces 3 pays. Ce collectif burundais de la diaspora déplore la composition de cette équipe d'experts car le Burundi n'a pas été représenté, comme l'indique le professeur Libéran Nimashira Kandi, un des représentants de ce collectif. Le Burundi n'est pas représenté ni dans la commission Vérité et Réconciliation. Donc il y a 20 personnes. Aucun Burundais ne figure dans cette commission. Idem pour les commissions techniques et scientifiques. Aucun Burundais n'est repris sur la liste, en tout cas, que nous avons reçue. Alors, des raisons pour lesquelles un collectif des Burundais composé par des réfugiés burundais ici en Europe, des académiques, a été mis en place sur base des critères objectifs. Donc, il revient au Burundi et aux Burundais de préciser clairement toutes les conséquences liées à la colonisation. Ce collectif des Burundais de la diaspora composé de 13 personnalités s'est adressé aux différents responsables du Royaume de Belgique pour plaider afin que le Burundi soit représenté dans ces différentes commissions. Le collectif interpelle tout Burundais ayant un rôle à jouer dans son travail de s'associer à eux pour revendiquer la réparation du passé colonial, y compris la remise des terres burundaises qui ont été cédées aux pays voisins. Merci à toi aussi, Onésime Dushima-Gizé. Et pour clore ce magazine, la non-ingérence du gouvernement dans les affaires judiciaires est l'un des piliers susceptibles de redorer l'image du pays. C'est du moins le contenu d'une correspondance que l'Initiative des droits humains au Burundi a envoyée au numéro 1 burundais. Une missive qui rappelle à Évariste Ndayishimiye que lui seul détient la clé du changement positif escompté. Le contenu de cette correspondance avec Walter Kwizera. Dans une lettre rendue publique ce 9 juillet, l'Initiative des droits humains au Burundi rappelle au président de la République que ses condamnations publiques de la violence politique et ses engagements à mettre fin à l'impunité ont donné de l'espoir au Burundi. L'exemple illustratif est son discours après la prestation de serment quand il a déclaré, je cite, « Nous souhaitons que les infractions soient punies. Toute personne qui commet une infraction, qu'elle soit membre du gouvernement ou pas, doit être traduite en justice. Nous souhaitons qu'aucune infraction ne soit ignorée pour éviter que cela devienne une source de conflit comme dans le passé. » Fin de citation. Pour ce, l'organisation Initiative des droits humains attend du président de la République la traduction de ses engagements en actes pour s'assurer que les espoirs engendrés ne soient pas anéantis. Ce qui serait pour l'organisation Initiative des droits humains un signal fort. Pour cette organisation des droits humains, punir les coupables et surtout ceux qui ont commis des atrocités étant membres du gouvernement est l'un des éléments tangibles qui servira d'exemple pour les autres. Dans cette même lettre, l'Initiative des droits humains au Burundi évoque les tueries perpétrées par les Imbonerakure et certains membres du gouvernement avant les récentes élections. L'organisation cite l'assassinat de 6 militants de l'opposition dans différentes provinces qui ont été tués à cause de leur appartenance politique, y compris les membres du parti CNDD-FDD. L'Initiative des droits humains demande que la justice soit faite pour ces victimes. Selon toujours cette lettre, l'un des clés de l'avenir du Burundi est dans les mains du président actuel, Évariste Ndayishimiye. L'Initiative des droits humains rappelle au président que la violation des lois est l'une des raisons qui ont fait que le Burundi perde sa place dans la communauté internationale. Elle demande au nouveau président de renoncer à ce comportement, surtout en gardant l'œil aux Imbonerakure, certaines autorités et les responsables du parti CNDD-FDD. Même si le président sera confronté à des difficultés, notamment les gens de son entourage qui ne voient que leurs propres intérêts, cette organisation estime que le président de la République ne doit oublier que ceux qui l'ont élu et ceux qui ne l'ont pas fait aspirent tous à des mesures qui visent la restauration de leurs droits fondamentaux. En terminant la lettre, l'Initiative des droits humains invite le nouveau président à mettre fin aux ingérences dans le système judiciaire, punir les auteurs des assassinats des membres du parti CNL tués avant les élections.
La justice pour ces crimes donnera l'espoir aux Burundais que le nouveau président vient pour changer les choses et rompre avec le passé. De plus, selon cette organisation, ce serait une preuve pour ceux qui ne croient pas en sa volonté de changer les choses qu'ils se sont trompés. Merci également à Walter Kwizera et c'est par ici, chers auditeurs de la RPA, que le magazine Humura Burundi touche à sa fin. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à ingénieur Egide Mwemero pour sa bonne collaboration technique. Trésor Nyongabo était à la présentation de ce magazine. Au revoir et à la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.